Bonjour, bienvenue au podcast Asian Echo. Nous sommes Mona. Et Diego, nous parlons de la diaspora asiatique vivant en dehors de l'Asie. Nous sommes aujourd'hui avec l'artiste musicienne Yen Lin et l'artiste plasticienne Alice Lejeune. Déjà, bonjour Yen Lin, bonjour. Salut. Bonjour Alice. Ouais. Alors, on commence par toi Yen Lin. En fait, c'est question à vous deux, Lynn Alice. Pourriez-vous vous présenter un peu brièvement ou avez-vous d'autres activités en dehors de votre carrière artistique? Oui, commencez par toi, oui. Moi, j'ai une formation d'architecte et j'ai bien aimé ouvrir une parenthèse dans ma vie dernièrement pour pratiquer ce que j'aime, c'est-à-dire chanter, dessiner, et j'ai découvert aussi l'acting et je fais aussi des traductions du vietnamien vers le français. Moi aussi, tu fais une traduction, donc du coup, je suis très ravie de te rencontrer. Oui. Et du coup, bonjour, moi je m'appelle Alice, je suis artiste plasticienne. C'est mon activité principale. Après, à côté, en activité accessoire, je mène aussi des ateliers, du coup, en tant qu'artiste, avec des enfants, un peu tout public aussi. Et voilà, c'est les deux principales activités, on va dire. Et sur le côté, je suis dans un atelier partagé, on est en association. Et du coup, au-delà d'avoir ma vie d'atelier et la gestion de mon propre travail, on est aussi sur la gestion d'un lieu en collectif. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu la présentation de ton profil d'Instagram, Yannin, et j'ai vu que femme française made in Vietnam. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement femme française. Ouais. Je pense que c'est, comme tu dis, à la fois littéral, mais à la fois aussi symboliquement. Je trouvais que c'était important de dire quelque chose, mais peut-être que pour certaines personnes, ça veut dire quelque chose et pour d'autres, ça veut dire autre chose. C'est peut-être pas si carré que dans ma tête, mais en tout cas, moi, ce que je voulais faire, c'était, de dire que je faisais partie du paysage des femmes françaises, mais fabriquées au Vietnam. Ça veut dire que j'existe et que d'autres comme moi existent. On existe, on est des femmes françaises et on a été made in ailleurs. Mais ça, pour dire made in Vietnam, donc ça veut dire tu es né là-bas. Ouais, je suis née au Vietnam et je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans. Du coup, j'ai vraiment été fabriquée et j'ai eu mes premières années au Vietnam et pour autant, aujourd'hui, je suis française. Bon, à toi, Alice, on sait que tu utilises deux noms, alors Alice Lejeune et Yoon de Young. Tu pourrais nous expliquer succès de nom. Voilà. En fait, on va dire Alice Yoon Lejeune, c'est mon nom de naissance, donc sur mon passeport français. Après, moi, je suis franco-taïwanaise, donc j'ai aussi la nationalité taïwanaise. Et donc, j'ai un autre passeport, donc un autre nom de base qui est Lo Yong Yoon, où le Yoon est là aussi. Et Lo Yong, en fait, c'est une retranscription phonétique de Lejeune. Et Yoon de Yang, c'est une autre traduction du coup de ces deux variations de noms que j'ai fait moi-même plus jeune. C'était d'abord mon pseudo de jeu vidéo, en fait, en ligne. Et puis ensuite, c'est devenu le nom d'Instagram. Et en fait, en tant qu'artiste, on va dire, Instagram, c'est un peu une sorte de carte de visite, un peu une plateforme où je communique en fait un peu plus par rapport à mon travail. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de prendre ce nom aussi parce que c'est une traduction qui me... Enfin, je veux dire, quand on regarde juste le nom Alice Lejeune, les gens ont tendance à s'attendre à ce que je sois une personne blanche. Et en tant qu'artiste, je suis souvent dans des processus de compétition où les gens me voient d'abord sur dossier et voient mon visage, mais beaucoup plus tard. Et il y avait toujours ce moment de rencontre de trouble où les gens voient ma tête
Et c'est très drôle parce que c'est vraiment cette seconde où ils sont tellement surpris, tu sais pas non plus exactement pourquoi c'est autant un, un problème. Et donc, j'ai décidé d'avoir un nom qui, en plus, est une traduction personnelle et qui brouille un peu les pistes par rapport à bon genre, par rapport à même quelle identité ça peut être, parce que De Young, du coup, c'est en anglais, c'est le jeune aussi. Mais écrit comme ça, on peut pas forcément deviner que ce soit une retranscription anglaise ou autre, quoi. Du coup, il y a peut-être pas mal d'anecdotes par rapport à deux noms que tu as. Voilà, donc en fait, si une des anecdotes que tu peux nous partager, que tu trouves un peu drôle, ou voilà. Comme ça. C'est pas Mm. directement lié à ce que je viens de dire, mais il y avait aussi le fait que le nom Alice le Jeune, c'est un nom extrêmement lambda et extrêmement commun. Et du coup, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait un moment sur Internet, quand tu tapais Alice le Jeune, déjà, c'était difficile d'être référencé, il y avait énormément de gens. Et surtout, en fait, il y a la première personne qui apparaissait, c'était une sage-femme à Montpellier, je crois. Et en fait, c'était vraiment c'est le petit truc avec le profil Google de prendre rendez-vous chez cette dame. Et sa photo de profil, c'était ma photo de profil. Ah mais, waouh, Et du coup, en début de carrière, il y a eu comment? une phase sur Google où j'étais référencée Alice le Jeune sage-femme Oh avec mince! vraiment mon Oh visage, non! comme si c'était mon activité du soir pour financer ma vie d'artiste. Pourquoi elle a utilisé ta photo? Honnêtement, je sais pas. Après, ça m'étonnerait pas que c'était peut-être quelqu'un qui était un peu plus âgé aussi, qui s'est pas forcément rendu compte. Peut-être que c'est Google qui a fait un lien parce qu'il y avait des images de moi sur Internet de base. Mais j'ai trouvé ça drôle et j'ai laissé. Donc, il y avait un peu ça aussi. Oh là là! Mais ça me parle beaucoup parce que moi aussi, au début, je m'appelais juste Mona Kim. Après, il y a beaucoup trop de Mona Kim. Une Ah des oui, Mona Kim, en fait, elle est actrice dans le porno. Ah Du coup, mince! j'ai changé et Mm. je mets mon prénom de Corée naissance, Youngeun, comme ça, il n'y a pas de confusion. En tout cas, j'espère. Et ton nom taïwanais, Yun le Yong, Le Yongyun. le Yongyun, c'est aussi commun sur place, ou C'est pas c'est très commun significatif? et en fait, les noms de famille, normalement, c'est un seul caractère. Et du coup, là, comme c'est une traduction de mon nom français, c'est aussi un peu. Ça arrive, c'est possible, mais c'est un peu inhabituel aussi d'avoir deux syllabes comme. Normalement, c'est deux syllabes le prénom et une syllabe le nom. Sauf que moi, du coup, j'ai l'inverse. Mais par contre, quand j'étais petite, du coup, pour que ce soit plus naturel, on allait m'appeler Yun Yun, quoi. On répète deux fois pour avoir les deux syllabes. Tu as aimé? Tu n'as pas aimé, à mon avis. Yun Yun? Yun Yun, parce que quand t'as dû faire ça pour éviter, je sais pas, la confusion, c'était pas forcément, c'est pas très agréable, j'imagine. Après, c'était beaucoup quand j'avais genre, je pense, 2 ans. Donc, j'avais pas trop de... ça me marquait pas trop. Du coup, tu t'es né en France, mais avait étudié en Chine, euh, donc c'est une école internationale, ou française, école française en Chine. Alors, moi, je suis née en France, mais vraiment juste pour naître en France, en fait. De base, mes parents, ils habitaient déjà en Chine. Et, euh, et comme ma mère est taïwanaise, et c'était une époque où la réouverture, en fait, entre Chine et Taïwan était assez récente aussi. Donc, pour elle, c'était aussi comme être dans un pays étranger. Et elle n'était pas forcément à l'aise d'accoucher dans un endroit qu'elle connaissait pas. Et puis mon père était dans une situation de travail où il n'avait pas vraiment de temps en fait non plus pour la soutenir. Donc elle est partie en France sans savoir vraiment parler français non plus. Elle avait un carnet sur elle avec genre 4 mots. Et elle est arrivée à Paris pour ensuite prendre le train pour aller dans l'endroit à Saint-Pierre-du-Regard un peu plus reculé où ma grand-mère habite. Et puis elle a couché avec un dictionnaire pour expliquer au docteur qu'est-ce qui se passait et tout ça. Et 2 mois plus tard, après ma naissance, elle est tout de suite repartie en Chine. Donc en fait, j'étais vraiment tout le temps là-bas. Et après,
C'était à Pékin et Shanghai et dans les 2 villes, il y a des écoles françaises, et donc moi, j'étais dans les écoles françaises, Et après. après, tu as décidé de revenir en France pour poursuivre tes études en supérieur. Et il y avait une raison particulière où tu as juste envie. Alors, moi, je viens pas du tout d'une famille, qui est, tournée vers l'art ou même qui a fait beaucoup d'études, en fait. Et donc moi, je savais que je voulais faire un métier créatif, je savais que c'était difficile et même si je connaissais pas grand-chose, en fait, sur la France et j'avoue que c'était même pas forcément une culture qui m'attirait particulièrement, mais je m'étais dit: «En fait, j'y connais rien, alors que c'est quand même une partie de moi, donc autant aller là-bas et découvrir un peu aussi, cette culture». Et en plus, bah, la France, c'est réputé pour être, un peu enfin, Paris, c'est un peu une capitale, du coup et je m'étais dit: «Si je veux faire quelque chose de difficile, autant, essayer d'avoir, tout ce qu'il y a de mieux» et comme j'ai eu le privilège d'avoir, cette nationalité, il faut en profiter, on va dire, mais en arrivant, quand j'avais 18 ans, je connaissais rien, rien du tout, de la France. J'étais venue quelques fois en vacances, mais c'était abstrait, quoi. Wow. Après, tu as quand même suivi du coup en, en pédagogique française. Donc, tu parlais bien en français déjà. Donc, mais le paysage ou la culture, c'était quand même toujours une nouvelle chose pour toi. Oui, je pense même dans les interactions sociales, et en plus, enfin, mon français était pas exactement le même que maintenant. J'ai presque envie de dire, je parlais mieux français, en arrivant parce que tout ce qui était verlan, tout ce qui était, enfin, juste, je parlais comme un livre de français et c'est en arrivant en France et que j'ai un peu appris, du coup, à utiliser d'autres, langages un peu plus, bah, je sais pas trop comment dire, mais juste, Familier. familiers, c'est ça, ouais. Hmm. C'était qui tes camarades? Ils sont enfants français aussi? Les camarades en Chine? Oui. Alors, il y avait beaucoup de personnes, un peu comme moi qui étaient, bah, métisses. Ensuite, la plupart des personnes, en tout cas ceux avec qui je traînais, c'était plutôt des personnes qui étaient aussi, en fait, en Chine depuis très longtemps. Donc on était un peu une sorte de mélange culturel, un peu hasardeux et puis il y avait quelques personnes qui venaient qui restaient un peu moins longtemps et qui venaient peut-être plus de France et qui étaient plus français, à ce stade-là, mais pour beaucoup, on était, en fait, on a grandi en Chine, quoi. Et pour Yennin, tu as dit tu es arrivée en France quand tu avais 12 ans. Donc, tes parents t'ont amené en France. Est-ce qu'ils avaient déjà en lien avec le pays France ou ils parlaient déjà français un peu? Oui et non. Moi, mon grand-père, il a fait ses études en France. J'ai appris récemment parce que j'étais à Strasbourg qu'il avait fait ses études à Strasbourg, sinon je savais pas. Et après mes oncles, du côté de mon père, mes oncles et mes tantes aussi ont fait leurs, études en France. Et mon père, il est arrivé en France assez tard, fin des années 80 et moi je suis arrivée après avec ma mère, quand j'avais 2 ans et bah, ma mère n'avait pas un carnet comme la tienne, Alice. Je crois qu'elle aurait bien aimé avoir un carnet parce que, nous chez nous, c'est vraiment, l'histoire, tu vois? C'est vraiment une histoire que je connais depuis que je suis petite, l'histoire de l'arrivée en France. Hem, le fait que, bah, qu'on sortait du Vietnam des années, 90, début 90, 80, fin 91 et que ma mère, elle comprenait pas qu'est-ce que c'était que des portes automatiques. Elle avait jamais vu d'escalator de sa vie, un ascenseur, c'était de la magie et quand il a fallu rentrer dans le taxi et donner l'adresse et qu'on est arrivé et que mon père n'était pas à la maison et il a fallu improviser et je sais pas comment elle a fait, enfin, tu vois, sans parler la langue. Et c'était la nuit, elle avait un enfant avec elle. Moi, à sa place, je sais pas comment je m'en serais sortie, tu vois? C'est chaud quand même. Et du coup, elle a réussi à trouver l'adresse d'un cousin de mon père donc dans son carnet où il y avait pas peut-être pas trop de mots en français, mais au moins des adresses et des numéros de téléphone et du coup, on arrive, dans l'autre banlieue où, résidait mon oncle.
le cousin de mon père et elle appelle et il y a quelqu'un qui descend et c'est une dame française et c'est la femme de mon oncle et du coup, elle comprend pas et puis elle finit par comprendre que cette dame, vietnamienne, ça c'est une cousine et donc mon oncle n'est pas à la maison. Elle appelle sa belle-mère qui est une dame âgée, vietnamienne et qui, enfin, est la première interlocutrice vietnamienne de ma mère, quand elle arrive en France. D'accord. Je crois. Je crois que c'est la première fois que je raconte cette histoire en français. Waouh. Ok. Et c'était comment la société française pour elle? C'est- Bah, elle a trouvé ça bah, bien ou un peu violente ou quelque chose de très inconnu. Je pense qu'elle avait beaucoup de curiosité parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la littérature et en fait, au Vietnam, tu as, quand même une connaissance, de la littérature française et enfin, je sais pas, des pièces de théâtre, de la poésie et des romans et je pense qu'éventuellement, ouais, ça a dû lui faire un choc d'avoir, la réalité, je pense chaque génération, de personnes étrangères qui vient en France doit avoir un espèce de choc, culturel où la réalité correspond pas, exactement à ce à quoi tu t'attends. Après ma mère, elle a bah, en France du coup, sociabilité, c'était, en premier lieu, bah, de prendre des cours de français, de passer le permis. Je pense quand je suis allée à l'école aussi, elle a commencé à avoir, aussi des sociabilités, différentes et mais du coup, ouais, ils avaient pris des cours de français au Vietnam, mais je crois que c'était pas suffisant. Du coup, à la maison, on parlait viet, et je pense que quand mon frère est né, quelques années plus tard, ça a commencé à on est rentré dans une autre phase de la langue au sein de la famille, une phase où, il y avait plus de Vietnamiens français du coup. On on a commencé à plus mélanger les 2. Mais c'est très drôle. Enfin, tu vois les vidéos de quand on était enfant, ma petite sœur parle un vietnamien, mais comme si on était au Vietnam, avec les petits mots en plus qui sont vraiment le signe distinctif que tu connais la langue et tu es dans ton habitude et dans ta maîtrise de la langue, alors que c'était vraiment qu'une toute petite enfant et aujourd'hui, on n'a plus ces réflexes-là. On n'est plus dans ces réflexes-là, on cherche différemment parce qu'entre-temps, je pense qu'on a construit notre cerveau en français avec, par le biais de l'école et du coup, enfin, ouais, quand tu fais que parler français toute la journée à l'école et que tu apprends à construire ta pensée et tes références, en fait, culturelles, heu et du coup, la langue, enfin, l'histoire, tu l'apprends en français, la philosophie, tu l'apprends en français. Tu apprends à, d rédiger des dissertations, à résoudre des problèmes en français. Du coup, c'est des mots français qui te viennent pour, aborder intellectuellement des n'importe quel sujet, en fait, que ce soit de l'art, de la poésie ou, des trucs plus concrets comme la cuisine. Tu as faim, tu manges, bah, voilà, tu manges, c'est en français. Quoique, quand même la cuisine, J'ai une question un peu instantanée. Alors, instantanément que j'ai pensé, en fait, parler plusieurs langues, en fait, ou être bilingue, trilingue, multilingue, c'est pas forcément, à mon avis, c'est pas forcément un avantage. Et ça peut être, je sais pas, ça peut être considéré un peu comme source de stress. Pour moi, c'est un peu comme ça, parce que ah, parce qu'un jour, j'ai vraiment pensé que ce serait chouette, ce serait génial que si je pouvais parler uniquement une seule langue, comme pour la plupart des gens qui n'ont jamais quitté leur pays, qui habitent dans leur pays, comme les Français en France. Mais bon, ça vraiment, non, comment ça reste un peu, comment dire, un rêve pour moi, en fait. Je sais pas, comment vous ressentez-vous? Parce que la vie aurait été beaucoup plus simple, non? Mhm. j'avais un rêve un peu comme ça. J'en avais parlé avec un ami. Je pense qu'à l'époque, j'avais 15 ans et lui, c'était un ami de ma mère, donc c'était un homme blanc, je dirais, je sais pas, 55 ans et lui, il était français et j'avais exprimé exactement ce que tu viens de dire et lui, sa réponse, c'était: «Ah bah non, c'est dommage parce que ce serait dommage. Si tout le monde parlait la même langue, il y aurait plus de diversité culturelle».
avec le recul, je pense que enfin, je suis d'accord avec lui, mais je suis aussi d'accord avec nous. Parce que ça dépend de la place de qui observe la scène. Lui, sans doute que la diversité culturelle, il en profite peut-être plus que nous qui sommes parfois à des endroits où on doit la subir. C'est horrible de dire ça, hein, subir la diversité culturelle, enfin, ça devrait pas exister comme phrase, Je sais ce que c'est. On mais sait ce que c'est, Mona et moi, tu crois? Mm. Et Alice, tu as pensé aussi à ça? Oui, bah, je pense que quand tu parles plusieurs langues, il y a aussi. J'avais rencontré un Taïwanais qui m'avait beaucoup fait rire. Lui, il était taïwanais. Il était parti étudier à Marseille pendant quelques années. Et puis après, il est parti sur Paris. Et ce qu'il disait, c'est que moi, en partant en Europe, je me disais, je vais arriver et je vais apprendre plein de langues. Parce que du coup, il a appris l'anglais, il a appris le français. Et il disait, mais en fait, sa conclusion, c'est pas que quand tu apprends d'autres langues, tu n'apprends pas à parler plus de langues. Tu apprends à parler mal 3 langues. Et du coup, parce qu'il pensait qu'il est lui-même régressé en mandarin et que en fait, quand tu rajoutes, je pense à moins d'avoir un temps de travail et d'études très spécifiques pour maîtriser tes 3 langues, en fait, c'est quasi impossible d'avoir les codes de tout ça. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es avec une personne qui n'est pas trilingue ou bilingue, tu vas que lui parler dans la langue avec laquelle tu peux communiquer avec cette personne. Et ce que j'ai beaucoup remarqué en France et qui se passait moins quand j'étais en Chine, c'est que si tu maîtrises pas la langue, tu es tout de suite corrigé ou on peut très vite utiliser cette non-maîtrise comme un argument pour défaire ce que tu avances en fait. Parce que c'est pas bien formulé, alors la pensée ne vaut pas. Alors que en fait, on s'est tous compris que c'est pas parce qu'on a mal conjugué un verbe qu'il y a plus de sens. Bah oui, c'est tout à fait ça. On corrige énormément. Ouais. C'est très violent, souvent, ça. Oui. Parce mais il y a que- des façons de faire qui Mm. sont enfin, c'est trop rassurant en fait en même temps quand tu rencontres des personnes qui ont cette façon douce de corriger et pas enfin, tu sens que c'est pas pour te casser. Et il y a vraiment un truc, moi je pensais que c'était vraiment très parisien en fait, mais apparemment bah non, pas que. Mais je sais pas, j'ai l'impression que dans certains cercles en anglais, enfin je sais pas, on sait que je suis parisienne et que je parle anglais, les gens ils sont en mode: «Ah OK, trop cool, tu parles bien anglais et on est content avec ton anglais approximatif, mais c'est pas grave». Et je pensais vraiment qu'en France, tu as ce truc de glottophobie, genre assez exacerbé et avec l'accent parisien aussi. Et j'ai lu un truc, assez intéressant, pas vraiment cool, mais intéressant récemment, sur, le fait qu'en gros, on infantilise vachement les personnes qui ont pas la parole. Et du coup, ça peut être des personnes adultes qui maîtrisent pas bien, en gros, les codes, en fait, autour de la langue, mais aussi les enfants qui ont pas encore accès à la parole. Du coup, ils sont infantilisés et en fait, aussi les personnes sourdes et muettes et genre, jusqu'à je sais plus, quelle époque, en gros, genre des époques reculées, mais en même temps, enfin, pas si reculées que ça, vu que les effets de ce phénomène-là sont encore produits aujourd'hui. C'est qu'on se posait la question de: «Est-ce que les personnes sourdes ou muettes avaient une âme?» Genre, c'est trop grave. Et du coup, tu as un peu ce parallèle-là aussi avec les enfants et avec les personnes qui enfin, ouais, qui maîtrisent pas, bien les codes. Et de toute façon, enfin, Oui, tout à fait. c'est quand c'est assez? Est-ce que c'est C'est ça. un jour assez, tu vois? Oui. On peut aller jusqu'à une maîtrise parfaite et on pourra toujours, rencontrer des gens qui vont te critiquer. Ah oui, tout à fait. Eh ben, Mm. Et puis c'est à double tranchant aussi en fait. Si tu te permets d'avoir un jugement aussi cru sur une personne qui maîtrise pas la langue, toi-même tu vas te sentir vulnérable si tu essaies d'apprendre une autre langue en fait. Moi ça c'est un peu du coup quand j'étais dans une école française en Chine, il y avait plein de personnes qui vivaient, on va dire, cette expatriation. Et il y en avait certains, c'était des personnes françaises. Peut-être que ça faisait plus de 10 ans qu'ils habitaient en Chine. Les seules personnes locales avec qui ils avaient des contacts, ça allait être leur bonne et leur chauffeur, avec qui ils échangeaient extrêmement peu. Et il y avait une forme presque de mépris pour les populations locales. Mais moi, j'avais l'impression que ça venait plus d'une sorte de peur aussi, où en fait, c'était des personnes qui ont jamais pris le temps d'apprendre la langue et qui, du coup, se masquaient un peu derrière cette sorte de supériorité, alors qu'ils n'étaient pas capables d'aller dans un restaurant et commander à manger, alors que ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur place, quoi.
Il y a un peu de ça, je pense que c'est cette peur du jugement, ils se Oui. l'appliquent à Ah eux-mêmes oui. et du coup, ils s'enferment dans une sorte d'autre truc. Moi, je fais ça quand même assez souvent avec des amis français. En fait, du coup, quand je parle français avec eux, je, je me auto-corrige, en fait. Par exemple, quand j'ai mal prononcé, par exemple, la différence entre F et P, ça n'existe pas en coréen. Du coup, voilà, euh, tu prononces F P, par exemple, quand il fallait prononcer F. Ben, du coup, et puis je me sens très obligé de reprendre. Mais prononciation, c'est un peu obligé, mais grammaire aussi, je me sens tout le temps obligé en tout cas, de me remettre encore je sais pas, bonne orthographe, bonne grammaire, et chercher toujours si c'est masculin, féminin. Ah oui, ah c'était féminin. Donc du coup, tu rebascules en me corrigeant. Là, voilà. Donc en fait, si je fais ça trop, en fait, ça, quand même, ça présente un handicap pour communication très fluide, en fait. Donc, c'est pas forcément nécessaire de faire ça. Oui, en plus, c'est très contre-efficace, en fait, je trouve. Oui, ça peut Oui, je trouve. générer des pics de Oui, stress aussi. oui. C'est Ouais. pas bon pour la santé. Non, pas ça. J'ai pas pensé pourquoi ça, mais c'est vrai aussi. Pour la santé mentale, il faut. Et comme c'est aussi pareil, moi aussi, mon cerveau toujours penché vers autocorrection. Est-ce que je parle bien? Est-ce que les gens ils me comprennent? Donc, on peut pas avoir une conversation vraiment équilibrée parce que un côté de mon cerveau tourne toujours ce côté-là, un peu linguistique. Donc, je peux pas peut-être 100% concentré à la conversation. Donc, c'est vrai, c'est un blocage. Ouais. Après, vous, en tant que personne qui avait appris le français je sais pas à quel âge vous avez appris le français, mais en gros, vous êtes venu en France et vous avez appris le Après français. 25 ans. Ouais. Mm. Bah, vous êtes dans une position désagréable, mais grâce à vous, les Français aussi, ils apprennent qu'il n'y a pas que le français qui existe. Non, mais Bah tu ouais. vois ce que je veux dire? Mais Et je par vois. exemple, le F et le P, c'est quelque chose qui existe aussi, bah, par exemple, pour la Palestine. En palestinien, ça se dit Palestine. Donc, enfin, il y a plein d'autres langues, en fait, où le P et le F, ça se confond aussi. Et du coup, genre, ouais, tu ramènes le français à une position de, bah, s'il n'est pas le centre des choses. Et du coup, s'il veut créer un contact, une connexion avec toi, il faut qu'il soit concentré. C'est bien, tu ramènes une autre réalité. Oui, 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 Mais ça bon, je vois aussi. ça doit être Ouais, fatigant aussi d'être oui. toujours toi à faire Mm. ce travail-là au quotidien. Oui, parce que comme par exemple en anglais, les gens utilisent l'anglais avec tellement d'accent, donc tout le monde est un peu habitué et entendre une différentes versions de la langue, mais avec la française, c'est vrai, on est très, comment on dit, très, ouais, on pose des dictatures de la grammaire, ou tout ça, ouais. On a assez parlé de langue. Alors maintenant, on a des questions très importantes aussi, très amusantes sur la conception de chez nous ou voilà, des régions natales. Oui. Vas-y, Mona. Ouais, ouais. Donc en Europe, on demande souvent quand même origine de notre naissance, où peut-être tu es né, où, en quelle ville, tout ça. Peut-être c'est parce que je suis une personne asiatique, on me pose ces questions souvent aussi. Mais en même temps, en répondant à ces questions où je suis née, et je me demande, la ville de Natal, et puis l'endroit que je considère comme mon origine peut être un peu différencié. Donc, j'aimerais savoir votre ville natale géolocaliquement et puis l'endroit que vous considérez comme une maison. Est-ce que c'est la même chose ou l'autre chose, Alice? Alors moi, du coup, ma ville natale, comme je disais, je suis vraiment juste allée pour naître là-bas. Et pendant longtemps, c'était la maison de ma grand-mère. Donc, c'est un peu une sorte de
maison familiale, on va dire, mais j'y ai passé assez peu de temps. Et après, je viens d'une famille où juste on déménage presque tous les ans, tous les 2 ans. Donc en grandissant, même si on était dans la même ville, en fait, on allait quand même changer d'appartement ou autre. Et depuis que j'habite seule et que je suis responsable de mon propre foyer. Je déménage aussi tout le temps, en fait, même en sortant d'études, j'ai eu des résidences artistiques, du coup, ça me permettait de ne pas avoir à payer de loyer. Donc, à chaque fois, j'ai lâché mon logement et puis j'ai fait la résidence, qui est aussi un format et une manière d'habiter très spécifique parce que c'est presque comme un logement de fonction provisoire et ensuite, après, tu passes à autre chose. Donc, et la maison où mes parents sont maintenant, j'y ai jamais vécu non plus parce que pareil, ils ont continué à bouger un peu dans tous les sens, même après mon départ. Donc il y a pas vraiment de maison familiale, on va dire. Et maison, pour moi, c'est vraiment devenu ce truc, c'est un endroit où je peux inviter mes amis à manger. Et du coup, ça peut être des fois même quelqu'un d'autre a une grande résidence en ce moment avec un grand salon. Et du coup, pendant un moment, avec c'est une sorte de petit noyau, on va aller plus spécifiquement dans cet appartement pendant cette période-là. Mais c'est pas forcément, bizarrement, l'endroit où j'habite. En fait, une fois, j'ai visité un atelier logement d'une artiste à la Cité internationale des arts. Quand je suis arrivée, elle a dit que je venais déménager, emménager et j'ai mis quelques plantes et des fleurs pour faire un peu la maison chez moi. Et j'ai pris vraiment du temps de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait me dire parce que pour moi, la maison chez moi et les fleurs, il y a aucun lien. Donc, je me demande, c'est quelque chose, superficiel ou Euh, bah, heu moi, je peux comprendre un peu aussi parce que du coup, comme j'ai un rapport assez éphémère au logement, on va dire, le fait d'avoir des plantes, en fait, même les bouquets de fleurs, par défaut, on sait que la fleur, elle va pas durer très longtemps. Et c'est aussi une manière, je pense, de personnaliser un lieu, mais en même temps, tu sais que demain, tu seras ailleurs et que ce sera plus ou moins facile aussi, parce qu'il y a quand même une sorte de question de précarité du logement. Donc moi, je sais que je suis pas en mesure d'amasser trop d'objets personnels, parce que je sais jamais quand est-ce que je vais devoir passer au prochain lieu. Et déjà que je fais de la sculpture et de l'installation, donc ça, c'est déjà un sacré bagage. Si en plus mes effets personnels sont lourds, on va dire, ça devient même psychologiquement assez lourd pour moi. Donc les plantes, ça me permet de m'accompagner pendant un moment et ça vit en fait et ça meurt. Et du coup, un peu comme, genre, comme les moments de ma vie, on va dire. T'acceptes. Ouais. Tu sais, je sais pas, peut-être il faut pas que je dise, mais pour moi, quand je sens chez moi à la maison, pour moi, rice cooker, c'est nécessaire. Mmh. Ouais, ouais, je sais pas, peut-être j'aurais dû pas dire parce que ça rejoint un peu la cliché, mais Non, mais mais c'est je important. comprends très Tu bien. comprends? Moi, j'ai un rice cooker aussi. Toi aussi? Mmh. Toi aussi? Bien sûr. Ouais. Ouais. Attends, Mais ça, tu peux demander, je pense, à n'importe quelle personne asiatique, peu importe. j'en ai 2, OK? Non, non. Ouais, et du coup, pour Yannin, tu as des réflexions comme ça sur chez toi, la maison, quand on te demande, bah, par exemple, parfois il y a des slogans un peu racistes ou nationalistes, ils marchent avec des placards, rentre chez toi. Quand ça me renvoie des émotions très complexes. Et si jamais tu vois, qu'est-ce que tu penses en première f dans ta tête? C'était trop dur la première fois que j'ai entendu ça, frontalement. C'était dans la cour de récré, j'avais 10 ans. C'était une fille qui avait 10 ans aussi, c'était une copine et je pense qu'on s'était disputés et elle avait dit: «Rentre chez toi de toute façon», tu vois? Genre: «Rentre chez toi» et c'était vraiment un discours, de droite quoi, d'extrême droite à l'époque. Hem, je pense que c'était ses parents, elle avait dû entendre ça à l'école. Mais du coup, depuis, je l'ai toujours vue comme, une fille de personne d'extrême droite. Du coup, voilà, ça vous fait une belle jambe. Mais là, cette conversation, sur le chez soi, ça me fait penser que, ouais, je suis d'accord avec le truc des fleurs. Là, en gros, depuis 1 an,
j'ai fait pas mal de villes dans des hôtels ou dans des Airbnb parce qu'on était en tournée avec, la pièce de théâtre dans laquelle, j'ai commencé à jouer, qui s'appelle Saigon, et qui est trop bien et c'était un travail, enfin, trop cool à découvrir et juste je m'attendais pas du tout à vivre ce truc de tournée et du coup d'être dans des hôtels, dans des villes que tu connais pas et c'est vrai que ce rapport avec, la bouffe, en fait, le rituel du chez soi, je crois que je l'ai découvert par la négative, de comprendre où est-ce que ça te manque. Dans quelle mesure est-ce que tu fais du chez toi pour te sentir bien, pour te sentir avoir des repères? Parce que pendant cette pièce aussi, pour moi, émotionnellement, c'était très bouleversant. Donc j'avais encore plus besoin d'un sentiment de sécurité et je pouvais pas le trouver, au téléphone parce que les gens sont pas disponibles tout le temps pour vous répondre, quoi et je pouvais pas non plus trop le trouver, avec, bah, voilà, sur place parce qu'il y a une fois, ma mère et ma famille sont venus me voir, d'autres fois, mon copain est venu, mais voilà, ils sont pas là tout le temps et puis je suis une grande fille, je suis un bébé, tu vois? Pour me balader partout avec ma famille et ouais, ça m'avait rassurée d'avoir des fleurs, juste pour avoir un geste, que c'est toi qui as mis, quelque chose là-dedans. Ça sent bon, donc peut-être il y a un truc avec les odeurs, du coup ça me rassure et aussi d'acheter, de la bouffe, en fait. D'acheter de la bouffe et de la stocker et en fait, c'est pas de la bouffe, genre, sandwich ou quoi, ça va être de la nourriture, bah, c'était trop bien d'avoir, à un moment des, restaurants, chinois ou, asiatiques, vietnamiens à côté. J'achetais des petits trucs et je les mangeais même pas forcément, c'est juste ça me rassurait de les avoir le soir quand je rentrais après la pièce et tout et heu et je voulais juste dire un autre truc aussi parce que là, ton entrée dans la question, c'est, un peu le côté insulte, enfin rentrer chez vous et en fait, en français, il y a cette insulte, niakwe. Je sais pas si vous connaissez? Niakwe, niak, espèce de niak, niakwe et en gros, ça veut dire espèce d'asiatique quoi, espèce de jaune en gros, tu vois? Et en fait, c'est un mot qui est intégré dans le français. Je pense qu'en français, ils l'écrivent Niakoures et sauf qu'en vietnamien, ça vient du vietnamien et en vietnamien aussi, c'est une insulte, mais ça veut dire paysan, en gros et en fait, si tu découpes le mot, c'est 2 mots qui sont très beaux. C'est Nha, Nha, ça veut dire maison et Kwe, en fait, je l'ai appris cette année quand je suis allée, mettre de l'encens sur, les tombes de mon grand-père et de ma grand-mère au Vietnam. C'est la première fois que j'ai fait ça, dans leur Kwe justement et le Kwe, du coup, c'est vraiment trop important. C'est là où sont nés tes ancêtres. C'est là où tu dois revenir chaque année pour poser l'encens, pour prendre soin de l'autel. C'est là où il y a ton nom de famille et il y a les voisins qui connaissent ta famille. Enfin, c'est quelque chose de très beau et très rassurant, en fait et c'est trop dur qu'en français, ce soit une insulte et en vietnamien, c'est bah, en fait, c'est trop beau. Enfin, c'est à la fois beau, c'est à la fois solennel, c'est à la fois sérieux, c'est rituel, c'est cérémonial et c'est tout ce qui te rattache à la terre de tes ancêtres. Oui, je pense que je peux comprendre ça en tant que Coréen aussi. Et puis voilà, parce que des fois, on visite aussi les tombes de nos ancêtres, en fait, de nos grands-parents morts. En fait, du coup, en fait, ces endroits sont assez significatifs pour nous et c'est considéré comme leur maison maintenant. Et du coup, voilà, on prend soin d'eux, puis on parle avec eux. C'est un endroit où reste très intime et très paisible. Mais c'est vrai, on n'attend pas forcément que ça soit utilisé, ce concept soit utilisé pour un mot C'est fou. insultant. C'est très fou, oui. Mais même là, cette année, Oui. comme je suis allée au Vietnam pendant 3 mois cet hiver et que c'était le Tết. Le Tết, c'est le Nouvel An, donc c'est hyper important avec, les cérémonies, et les réunions de famille. J'ai vraiment capté comment c'était important, mais à la fois pour les vivants et à la fois pour les morts. Enfin, c'est vraiment une continuité et c'est un endroit et tu as trop besoin comme ça d'un endroit physique où être ensemble. Enfin, ça a l'air d'être, vraiment très débile. Franchement, je trouve ça très simple quand je le dis, mais ça m'a vraiment marqué ouais. Avant de parler sur vos activités, vos œuvres spécifiques qui nous touchent toutes et tous,
on voudrait également évoquer un peu sur vivre en tant que artiste asiatique, surtout femme qui est artiste asiatique. Ben, du coup, en fait, souvent on entend le mot yellow fever, c'est-à-dire en fait, ben, c'est souvent sont des Européens, des Blancs qui cherchent à sortir une fille asiatique pour les gays, peut-être c'est pour des mecs asiatiques, je ne sais pas. Mais en fait, du coup, est-ce que ça renvoie à une image très péjorative de nous ou est-ce qu'on doit être fier de ce fever? Enfin, non, je voudrais un peu parler avec vous ça. Oui. Oh Alors, là là. c'est clair que c'est assez, voilà, c'est, c'est négatif en fait, c'est très négatif en plus, ça nous touche beaucoup et vraiment, voilà, c'est pas du tout, en tout cas, une chose très, très, très positive pour dire, voilà, pour dire, je cherche des Asiatiques comme copains, copines parce que voilà, j'adore que les Asiatiques, parce que bah, les Blancs sont pas sincères, ils sont menteurs. Bah, j'ai beaucoup entendu ça. Ouais, ils sont menteurs, ils sont pas honnêtes. Voilà, mais les Asiatiques, au moins, ils sont gentils. Mais non, Bon, c'est on n'est pas stéréotype, gentil. stéréotype très positif. Et bon, du coup, on ne cesse de parler ça pendant l'enregistrement de podcast avec Mona, avec des différents intervenants, mais avec vous aussi, en fait, sur ce mot Yellow Fever, en fait, je pense que ça vous a fait beaucoup réfléchir quand vous faisiez aussi, vous faites de l'art. Non? Lié à Hmm. l'art, bah, je sais pas si ça. Enfin, j'ai l'impression que ça c'est plus lié presque plus à ma vie personnelle en tant que femme racisée, plus que à mon travail. En tout cas, j'ai pas travaillé sur le yellow fever, sur lequel j'ai un avis assez tranché et assez négatif d'ailleurs, parce que en fait, les personnes qui vont peut-être plus cibler des personnes asiatiques consciemment, c'est pas par appréciation d'une culture mais plutôt, je pense, lié à des stéréotypes. Et de ce que j'ai constaté, c'est que les personnes qui cherchent activement des personnes asiatiques ou qui vont venir t'aborder en tant qu'asiatique parce que tu es asiatique, c'est des personnes qui s'attendent, et qui, d'ailleurs, en règle générale, en France, sont plutôt des personnes qui connaissent la culture asiatique par le biais de mangas. Oui, c'est ça. Et sachant que, oui, et sachant que moi, j'ai rien à faire. Enfin, je suis pas japonaise, c'est pas du tout la même culture. Les mangas, c'est pas non plus représentatif du Japon en tant que tel. Et puis, en fonction des mangas qui arrivent jusqu'ici et qui sont traduits, moi, je trouve qu'il y a quand même des rôles assez hétéronormés dans ces trucs-là. Donc, il y a des personnes, en fait, c'est aussi, elles cherchent des personnes asiatiques parce qu'elles s'attendent à ce que les femmes asiatiques soient dociles. Moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, c'est des personnes qui sont déjà là pour te parler du Japon et de Naruto pendant 30 minutes. Tu sais pas pourquoi, t'as rien demandé. Ouais. Ensuite, qui s'attendent pas à ce que tu répondes quand tu parles, que ce soit vraiment là juste pour les écouter. Et, et c'est des personnes qui rejettent du coup peut-être les personnes des mêmes ethnies qu'eux parce qu'ils ont eu des expériences négatives et se disent que avec une personne asiatique, tout va passer et donc, il y a un truc un peu offensif où je suis un peu en mode, mais tu penses que enfin, les gens n'ont pas voulu de toi et tu penses que moi, je suis là pour, pour ramasser tes problèmes, en fait. Ouais, oui. Ouais. Je trouve ça souvent aussi, ouais, on pense que ça passe avec les Asiatiques parce qu'ils ne provoquent pas ou je sais pas. On a moins des critères élevés, on a des critères plus bas, je sais pas. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, On est on pense mais ça, du je coup pense. mais du coup, ça veut dire que nous-mêmes, on est le deuxième choix, en fait, alors? Bah oui, c'est un peu. Ouais. Ouais. C'est une attirance très bizarre. Tu vois, Et c'est un puis, truc de. non seulement on est le deuxième choix, mais on est toutes le deuxième choix, c'est-à-dire qu'on l'est de façon égale. C'est-à-dire que ça pourrait être toi, ça pourrait être moi ou toi ou n'importe laquelle de mes copines, on pareil, quoi.
tout pareil, interchangeable. Mais moi, c'était, enfin, pardon, tu fini. Non, non, mais juste je bug parce que mon filtre il a changé et je sais pas si c'est parce que j'ai froncé les sourcils, mais du coup, avant j'avais un monsieur très content et maintenant c'est un monsieur pas content. Enfin, c'est sûr, est très... Ça peut être Est-ce que très les filtres ont marrant des et... expressions? Tout C'est à très l'heure joli, en c'était. tout c'est possible. On ne valide pas le yellow fever. Mais ouais, en plus, fever, ça veut dire quoi, tu vois? Ça veut dire, ça ressemble à la, c'est quoi? C'est la fièvre jaune? C'était, la fièvre que tu attrapes, c'est Ah oui, en fait, je c'est... connais le mot en vietnamien, mais je connais pas en français. C'est genre quand tu as très froid, non? Mhm. C'est ça? Ah oui, oui, c'est un peu ça. En C'est fait, cette quand fièvre-là? tu as, ou surtout, tu as très, température de ton corps très remontée, en fait, tu es Mais très tu malade, arrives très, très pas à malade, te en fait, réchauffer? un truc, en tout cas, très, très Ouais, malade, pas vraiment bon sens mais du tout. c'est pas très bien, non? Ça Non, veut dire on c'est les pas rend gentil. fous Non, jusqu'à oui, mourir? C'est pas très positif ça. Et un peu exotique aussi, oui, tu sais, c'est une c'est maladie, exotique. c'est ça. Mais oui, puis juste pour ajouter aussi, il y a le fait que moi, comme je suis métisse, les gens comprennent pas toujours d'où je viens directement. Mais du coup, en fonction de la personne avec qui je suis, les gens vont pas réagir de la même manière, en fait. Ils vont me classer plus d'un côté ou d'un autre. Et le problème avec Yellow Fever, c'est que c'est comme beaucoup de questions d'exoticisme, c'est souvent lié à des rapports coloniaux en fait dont on a hérité. Et en grandissant, moi je sais que si je marchais dans la rue avec ma mère, par défaut parce que je suis plus blanche, les gens vont considérer que ma mère c'était ma bonne en fait, que c'était une employée en fait. Et plus vieille, j'allais en étant à 16 ans avec mon père parce qu'il est blanc. Que moi, je suis asiatique, mais que j'ai la peau un peu foncée, donc je suis un peu Asie du Sud-Est aussi. Tout de suite, c'était encore plus morbide. En fait, j'étais sa copine mineure, quoi. Alors que, en fait, pour les gens qui ne connaissaient pas dans la rue, c'était plus facile d'assumer qu'on avait un rapport de force comme ça, plutôt qu'on avait le même sang, en fait. Hmm. Oui, je vois, pendant le Covid, en fait, je sais pas, un professeur américain, il l'a interviewé à la télévision et puis pendant son interview en Zoom, sa femme, parce que son enfant est couru dans la chambre, bah, du coup, sa femme a poursuivi pour rattraper l'enfant. Et du coup, après cette image, tout le monde a dit que, ah, en fait, comment on dit, Nenni, c'est De nous, Nenni, voilà, de nounou nous, asiatique, ou elle a fait babysitter, son voilà. travail. Ouais. En fait, on comprend pas Oui. leur rapport et on interprète facilement comme ça. Et surtout, je pense que dans l'art aussi, quand même, c'est un monde à la fois très ouvert, mais aussi il y a beaucoup de clichés où on essaie d'interpréter par rapport à l'origine, la culture des artistes, tout ça. Et en même temps que bah, c'est vrai, ça nous influence dans nos arts. Et donc, chaque fois quand je lis, par exemple, les biographies des artistes, la première ligne, c'est souvent l'artiste machin né en Chine ou d'ailleurs, je pense qu'on mentionne moins chez l'artiste français parce qu'on expose France. Du coup, parce que c'est quelque chose de très normal. Donc, on mentionne surtout des particularités, des exotiques, des d'origine. Et pensez-vous que c'est important de mentionner l'origine des artistes? Moi, je le mentionne en première phrase de ma bio. Et en fait, par exemple, la première année où j'étais aux Arts décoratifs de Paris, j'ai dit à personne que j'étais taïwanaise. J'avais pris le parti de vraiment pas le dire. Et puis encore une fois, comme je suis métisse, ça trouble un peu les pistes. Et personne n'avait osé poser la question. Mais au bout du deuxième C'est semestre, vrai? je sais plus pourquoi, en fait, juste j'étais retournée à Taïwan et j'avais pris quelques photos. Et du coup, j'avais montré ces images. Et le visage d'un de mes professeurs s'est illuminé un peu en mode ça y est, le sujet est ouvert. Et après, en fait, à chaque fois que je montrais des travaux, même si ça avait rien à voir, s'il y avait les petits commentaires de ah waouh, on se croirait à Taïwan et tout, Oh j'étais non. devenue genre asiatique d'un coup.
Et ensuite, Tu es réduite à Taïwan, quoi. ouais, c'est ça. Alors Oui. que on avait fait une vidéo, c'était vraiment première année. On faisait des étirements dans un parc sur un des bancs parisiens verts classiques. Enfin, c'était pas du tout. Il y avait des buissons derrière, mais c'est pas ça à Taïwan. Enfin, genre. Et, euh, et du coup, ouais, ça. Et j'avais constaté, ça, c'était pas un problème que j'avais uniquement, mais en fait, il y avait d'autres artistes dans ma classe qui étaient homosexuels, qui avaient d'autres origines. Et en fait, à partir du moment où t'es pas un homme blanc, cis, hétéro, t'as plus le droit de faire de l'art conceptuel où tu fais juste des carrés blancs. Et puis, c'est très bien. En fait, ça doit forcément être attaché à ta condition au niveau de la signification. En fait, il y a un peu ce problème qu'à partir du moment où t'es différent, tu as pas le droit d'être un sujet pur, tu as besoin d'être une sorte de réaction à ce Bah qui ouais. tu es et ce qui t'est arrivé. Ouais, c'est ce que je perçois vraiment parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit de travailler sur un carré blanc. Effectivement, tu peux pas aborder un sujet comme pure question géographique, ah non, géométrie, de choses comme ça, très conceptuelles, tout. En tout cas, le monde là crie que c'est pas pour toi, hein. Tu devrais travailler sur ton origine, tu devrais parler plus la situation que tu confrontes chaque jour parce que on sait que tu vis dans quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. C'est Mais incroyable. pour l'enfant, on doit répondre des questions genre d'où viens-tu ou ça fait combien de temps que tu habites en France ouais, tu parlais français quand tu es arrivé en France ou t'aimes bien la France en fait mais ça n'a rien à voir avec nos activités ou artistiques ou des œuvres. C'est pas poser question sur nos œuvres quoi. Oui. Mais, mais je crois que le dire en première phrase, ça veut dire que, écoute, c'est là, c'est écrit, tu regardes. Et c'est une manière peut-être de se réapproprier des questions que tu sais forcément qu'on va te poser. En fait, le début de ma bio, c'est je suis franco-taïwanaise, mais j'ai grandi en Chine, j'ai un peu étudié en Chine. Et c'est juste que si c'est... Et même tout le monde ne lit pas forcément la bio, mais sinon, c'est comme vous dites, c'est les questions auxquelles on doit répondre systématiquement quand on rencontre quelqu'un. C'est un disque rayé, c'est oui, j'ai cette tête, oui, je suis ça et ça, quoi. Non, mais je suis un peu la même chose parce que avant, j'ai pas forcément dit. Et après, tout le monde revient ces questions. Du coup, ça me fatigue. En fait, je sais que au bout d'un moment, ils vont poser ces questions. Donc, ok, je réponds tout d'abord parce que je veux pas revenir dessous. Du coup, déjà, ok, je suis personne d'origine sud-coréenne. Et puis, on parle plus. Ouais. Tout ça. Et toi, Yannine, pour toi, c'est un peu différent en tant que musicienne ou c'est la même chose? Moi, du coup, avant, en gros, j'ai vraiment commencé à travailler sur mon identité et ma propre perception et celle que les autres avaient de moi à la fin de mes études d'architecture. Et du coup, à ce moment-là, j'ai la sensation que c'est comme si j'avais un peu évité le sujet et en fait, à partir du moment où tu te poses la question, tu as envie d'aller explorer vraiment tout, là-dedans. Du coup, c'est ce que j'avais voulu travailler, j'étais allée au Vietnam, j'avais, fait, une petite mise à jour, culturelle, concernant la géographie, la politique, l'urbanisme et pas mal de choses comme ça, concernant Hanoï et le Vietnam en général. Et maintenant, en fait, j'écris sur la question, mais j'essaye aussi de me sentir, un peu libre, d'écrire aussi sur autre chose, si j'ai envie. Mais c'est vrai que c'est libérateur, en fait, d'embrasser ce qu'on a voulu peut-être un peu essayer de cacher, alors qu'en fait, ça se peut-être moi, mes 2 parents étant viettes, ça se voit direct, en fait, sur mon visage. Peut-être que toi, ça se voit moins, Alice, parce que voilà, il y a eu un doute, dans ta première année, par exemple, aux arts déco. Mais, il y a un moment où, en fait, on en parle et du coup, ouais, il y a ce truc de enfin, on va pas le cacher. En fait, si on commence à en parler, on va vraiment embrasser le sujet et aller creuser, jusqu'à l'épuisement, enfin, si c'est possible, du sujet, quoi. Est-ce que donc vous avez des travaux particuliers parlant ces aspects de votre origine ou...
Bah, moi, il y avait, le dernier chapitre, de mon travail, c'est une exposition qui s'est passée, à la Villa Panthéon, dans la mairie du 5e, qui s'appelle Les Ouïes et qui a été curatée par, Claire Luna. Et cette exposition, je l'ai fait autour d'un personnage, qui est, Georges Psalmanazar, un bonimenteur. Donc en gros, c'était un escroc, des années 1700 qui venait, du sud de la France. Il avait la vingtaine, il est parti, en Angleterre et a fait croire à tout le monde que c'était le premier natif de l'île de Formose, donc de Taïwan, à mettre les pieds en Europe. Donc il s'est fait passer pour un indigène. Alors qu'il venait du sud de la France, quand tu regardes les gravures, clairement, il a les yeux bleus et des bouclettes. Et, euh, et ça m'intéressait de parler de son livre. En fait, il a écrit un best-seller sur la situation historique, politique, géographique de la ville de Taïwan, sans s'être renseigné. Enfin, il avançait des choses aberrantes, que ça appartenait au Japon, des trucs comme ça. Enfin, n'importe quel jésuite de l'époque qui était dans les environs aurait pu dire, mais pas du tout. Et en même temps, Taïwan, à l'époque, c'était tellement peu connu que personne n'irait remettre ça en question. Et donc, il a créé une fiction complète. Et c'est vrai que cette exposition, c'était peut-être aussi un peu en réaction justement au monde de l'art et comment il réagit aux personnes racisées. Parce que j'ai aussi constaté que il y a une sorte de fascination pour la personne qui vient vraiment de là-bas, comme une sorte de tampon officiel de à partir du moment où tu y as vécu, où tu as cette tête-là, tu es plus légitime à avoir la vraie connaissance. Il y a une sorte d'obsession. Moi, je veux pas avoir l'expérience du touriste ou la personne qui se laisse influencer par les médias. Je veux savoir c'est quoi la vraie culture. Et, mais du coup, on peut dire n'importe quoi. Et les gens vont pas forcément le remettre en question juste parce que j'ai cette tête, juste parce que j'ai vécu là-bas. Et donc, il y avait un peu ce truc de c'est drôle d'avoir cette sorte d'étrange légitimité, alors que mon expérience est très personnelle aussi, qu'elle n'est pas la même que n'importe qui d'autre aurait eu plus ou moins la même expérience que moi. Donc, je voulais jouer avec ce menteur qui avait réussi à intégrer la haute société anglaise et qui juste, en fait, il avait maintenu le mensonge parce qu'il racontait des beaux mensonges, en fait. À chaque fois qu'on lui reprochait ou qu'on remettait en question, il faisait quelque chose de plus fou, des histoires plus scandaleuses avec si ta femme te trompe, t'as le droit de la tuer, ou enfin ce genre de choses un peu. C'était vraiment en plus hyper occidental comme histoire en général. Donc, mais tu sentais qu'il créait des mensonges pour justement contrecarrer le doute des personnes. Plus tu mets... Ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'était vraiment sa stratégie. Et du coup, mes œuvres sont inspirées de l'univers et du faux Taïwan qu'il a inventé. Et je rajoutais moi-même d'autres mensonges et d'autres rituels, en fait, à ces mensonges, on va dire. Donc, tu dénonces ces mensonges. Ouais. Je dénonce et en même temps, je Enfin, l'incarne un ouais, petit peu. ouais, Il y a un peu ce truc de, écoute, Mm. pourquoi vous me faites confiance? Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Ah oui, c'est Ouais. ça. Ah, Oui. j'aurais aimé voir On voit cette avec ça. expo en vrai. Ouais. Ben, mais du coup, Yannine, et toi, tu as Moi, des... je trouve ça très intéressant, la question du vrai et du faux et de l'authentique, genre ce qu'on appelle authentique. Et en fait, effectivement, comme tu dis, chez les gens qui ont une tête de là-bas, hein, la tête là, euh, il y a une injonction à savoir aussi et à être en connaissance, enfin à disposer de ces connaissances-là. Et quand tu sais pas, c'est comme si tu avais trahi quelque chose, enfin trahi voilà, l'authenticité. Et enfin, moi, je trouve ça trop intéressant. Oui, pardon, du la coup, question, c'était... tes musiques, est-ce que tu as écrit une musique Ouais, alors moi j'ai écrit un poème qui est en cours de mise en musique, qui est un poème pour Hanoï. Et bon, malheureusement, elle ne sait pas lire parce que c'est pas une personne, c'est une ville, mais c'est pas grave, je l'ai écrit quand même parce que j'en avais besoin. Et j'ai écrit avec Delphine, comment dire, mon binôme, sur un projet qui s'appelle le Studio Jaune. On a écrit une chanson où c'est une chanson pour nos mamans et qui discute du rapport compliqué qu'on peut avoir avec nos mères et entre elle est chinoise de l'île Maurice. Moi, c'est dans ma vietnamité et comment est-ce qu'elle s'exprime et comment est-ce que on peut trouver une place aussi pour communiquer, pas avec
des mots de tous les jours parce qu'on n'y arrive pas vraiment. Un peu avec la nourriture, je pense comme tout le monde, voilà, tout le monde mange, heu, mais je crois qu'on a réussi à trouver ce moyen de communication par, la musique et par, le chant et qui est une vraie, chez nous en tout cas, un vrai moyen de transmission, une vraie méthode, pour transmettre, des choses. Est-ce que si ça te dérange pas, tu pourrais nous faire écouter une des chansons Ouais, c'est le bon moment là. Non. Vous êtes bien installés. Oui. Les mots qui chantent, s'ils restent sans temps, ces mots, s'ils ne passent, c'est parce qu'ils... Est-ce qu'on entend bien la guitare, pardon? Oui. Ok. C'est parce qu'ils retiennent le temps qui file sans attendre les mots de ce chant, de ce chant, de ce chant. Maman, on ne parle pas la même langue, toi et moi. C'est triste, mais c'est beau. J'observe sans dire un mot. J'ai 4 ans et demi. Ce mois-ci, j'ai bien grandi dans ces non-dits. J'écoute sans comprendre la réponse que tu me rends dans ces mots qui chantent. S'ils restent sans temps, ces mots, s'ils ne passent, c'est parce qu'ils retiennent le temps qui file sans attendre les mots de ce chant, de ce chant, de ce chant. Les maudits, les non-dits, dans mon bol de riz, se mélangent lentement, un peu par accident, accidenté. À t'écouter, j'apprends les berceuses d'avant. Quand vient le silence de la nuit d'ici, ils sortent de l'oubli. Ces mots qui chantent, s'ils restent sans temps, ces mots, s'ils ne passent, c'est parce qu'ils retiennent le temps qui file sans attendre les mots de ce chant, de ce chant, de ce chant. Lúc mẹ và con chia sẻ, ngôn ngữ con không bằng mẹ. Không sao ngồi và nghe người lớn nói chuyện trong xe. Hôm nay gần sinh nhật con 4 tuổi rưỡi, lớn lên đàng hoàng mặc dù không uống được sữa, vẫn nghe mẹ mặc dù không hiểu. Khi mẹ trả lời những điều, nấu cơm lúc đầu thì không biết nói thì biết hát. Khi mẹ con mình vào buồng, mẹ ru em giọng mẹ buồn. Hàng ngày con cố lên học giỏi và ngoan. Con ơi đừng quên mình là người Việt Nam. Buổi đêm bên Pháp âm thầm, sao quên được giọng mẹ thì thầm. Ces mots qui chantent, s'ils restent sans temps, ces mots, s'ils ne passent, c'est parce qu'ils retiennent le temps
qui file sans attendre les mots de ce chant, 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 de ce chant. Trop beau. Pourrais-tu nous rappeler le titre de chanson? Les mots qui chantent. Les mots qui chantent. Parce que c'est pour chanter les berceuses, pour faire un hommage aux berceuses. Et parce que les berceuses, c'est trop intime. C'est le moment où t'es dans les bras de ta mère, souvent. T'es contre son cœur. La musique du cœur et le rythme du cœur et le chant de ma mère, en tout cas, c'est les premiers sons musicaux que j'ai entendus. Et je trouve que, en fait, en m'appuyant aussi sur ces berceuses qui ont été transmises, qui sont pas forcément des berceuses, en fait, des fois c'est des chansons assez trash, mais c'est quand même les chansons de mon enfance, en tout cas. Et pour moi, c'est trop un réservoir pour la mémoire, un réservoir de souvenirs, un réservoir d'imaginaire. Et du coup, c'est un refuge. Donc, je trouve ça trop important de se les remémorer, de faire ce travail, d'aller les chercher. Et c'est un travail aussi de réappropriation de sa propre mémoire et de son héritage plus largement. Tu as chanté en français et en vietnamien. Et est-ce que tu as fait pareil dans la pièce Saigon? Tu pourrais nous aussi partager c'était quoi ton rôle et tes expériences? La pièce Saigon, pour moi, au début, c'était hyper difficile, mais en fait, c'est pareil. Enfin, je vois ça aussi, en parallèle, cette difficulté, je la mets en parallèle aussi avec, ma difficulté de chanter vietnamien en public. Et pour moi, il y a vraiment un truc à dépasser qui est, de l'ordre de l'automatisme c'est une autocensure parce que, cette langue, elle a tellement été discriminée, que ce soit quand c'était moi qui la parlais, quand ma mère, mes parents la parlaient en public ou quand d'autres personnes, en fait, de nos communautés parlent des langues qui sont pas qui sont étrangères, mais qui sont pas valorisées comme l'anglais ou l'allemand ou l'italien. En France, on trouve ça très beau et tout de suite, c'est très positif. Enfin, quoique pour l'allemand, bon, il y a des préjugés et cetera, mais ça reste quand même, la langue des poètes et la langue des philosophes, en Occident. Donc il y a une charge quand même symbolique, qui est pas négligeable. Alors que, ma langue, le vietnamien, qui est la première langue que j'ai parlée, quand je suis rentrée en contact avec, une société francophone, c'était super violent. Et du coup, ça m'a vraiment trop marquée hyper profondément, à un tel point que je sais que c'est important et c'est pour ça que je le fais, de chanter des chansons viettes dans l'espace public ou en tout cas dans un espace francophone. Je trouve que c'est trop important qu'il y ait en fait, d'autres langues. Et bah, comme quand même ma langue principale autre que le français, c'est le vietnamien, bah, si ça avait été une autre langue, en fait, j'aurais chanté une autre langue. Voilà, c'est pas que le vietnamien, c'est trop important ou plus que d'autres, mais je trouve que comme c'est une langue minorisée, c'est important de l'avoir dans l'espace français, francophone. Et aussi parce que, en fait, au Vietnam, les gens ont parlé français. Ils l'ont appris. Les Français sont allés au Vietnam. Est-ce que le vietnamien est allé en France? Ouais, dans les foyers souvent, dans les restos viet, mais par exemple, la pièce de Caroline, elle a pu mettre en scène du vietnamien dans un espace, en fait, institutionnel, dans un espace de culture. Du coup, ça apporte une valeur, enfin, inédite, en fait, à une langue, qu'on a pu, croire qu'elle était réservée à, juste, commander des repas dans des «boui-boui» entre guillemets, des restaurants de moins, haut de gamme, par exemple, à l'époque. Et du coup, par rapport pour revenir à la difficulté, que c'était, je pensais pas, en fait, pouvoir jouer dans cette pièce alors que je voulais trop. Quand, j'ai vu l'annonce,
pour rechercher quelqu'un, mais j'étais, ça allait plus dans ma vie. J'avais la tête qui tournait. Je me disais: «Il faut absolument que j'arrive à rentrer dans cette pièce» parce que j'ai adoré voir la pièce et j'aimerais trop être dedans pour, mieux la comprendre et pour, voilà, nourrir mon travail, de recherche personnelle, par rapport à ma vietnamité et je pensais pas que j'allais réussir à rentrer dedans parce qu'il demandait d'envoyer une vidéo où tu dis un texte en français, mais avec un accent vietnamien et en fait, les accents viet, je les connais. Je les connais très bien. Je connais, l'accent des tontons, du sud, des tontons qui sont partis dans les années 50. Je connais, j'ai réécouté l'accent d'Ho Chi Minh. Il est tellement délicat et tellement charmant, mais je sais que c'est pas le même que, l'accent, de ma mère qui est venue plus tard ou, l'accent, voilà, des boat people du sud, des personnes du nord, l'accent, des jeunes aujourd'hui. Il est trop différent. Je les connais, mais je ne pensais pas que j'étais capable de le sortir parce que j'avais trop honte, en fait. J'avais trop un sentiment de honte hyper fort comme une chape, énorme. Mais du coup, je me suis fait un travail de auto, hypnose, je pense. Peut-être que ça a un rapport avec, les TCC, heu et j'ai essayé vraiment en fait, de transformer cette connotation négative. Pas forcément en connotation positive parce que ça m'aurait vraiment trop demandé d'un coup, énergiquement, émotionnellement, mais juste au moins de me dire que c'est neutre en fait, qu'il y a pas de charge, négative. En fait, il y en a une, mais c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de ma mère, c'est pas de la faute des tontons et des tatas, qui ont ces accents, mais c'est quelque chose en fait cet accent en gros, je me suis vraiment dit que c'était juste une vérité, une authenticité en fait, un truc vrai parce que ça porte une histoire. C'est une histoire de voilà, c'est l'histoire des gens, en fait, ils sont partis d'un endroit à un autre et c'est juste neutre et c'est juste normal qu'ils aient un accent et voilà, je me suis répété ça un peu, avec plein d'entrées. Je suis rentrée dans le sujet voilà, de plein de façons différentes pour, enfin, sortir cet accent et heu et en fait, j'ai joué la pièce devant des potes et enfin personne s'est moqué de moi comme dans la cour de récré ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que émotionnellement, à titre individuel, les choses peuvent prendre des charges tellement lourdes et puis en fait, enfin la pièce, genre elle est très belle et ça valait trop le coup de surmonter ce truc. Parler de l'accent et de la réaction des gens, très important. Ce que tu as tout à l'heure évoqué, glottophobie, en fait, ça existe vraiment. Et puis, en fait, notre vie, en fait, est juste notre vie, en fait, n'est rien vraiment artistique. On a eu intention que ça soit artistique, mais eux, ils voient tout le temps que ça a du sens un peu, voilà, ça a du sens forcément positif, négatif, mais en tout cas, voilà, parce ils, ils nous perçoivent différents, donc du coup, ils essaient de trouver toujours je sais pas, un prétexte de dire que nous sommes différents. Du coup, en fait, on, euh, on fait, on fait des œuvres, en fait, pour refléter, en fait, ces réalités, en fait, je sais pas, on est Oui, marqué, quoi. On est marqué, on n'est pas, on n'est pas oui. considéré, Et c'est très ouais, touchant que généreux. c'était important pour toi aussi chanter en vietnamien en France, parce que ça parle beaucoup, c'est vrai. Et bah, en tant qu'artiste, c'est vrai où on montre notre travail, quelle que soit France ou ben, d'autres pays. Parfois, ça a un sens un peu différent, je trouve. Ah donc peut-être, Alice, tu as des expériences, aussi des expositions en France, mais aussi en Chine, bientôt en Allemagne et peut-être d'autres pays que je connais pas et dans tes expériences, il est vrai qu'il y a une différence, particulière, ça dépend de pays où tu montres quel travail et c'est quelque chose, que tu considères, tu as une conscience, ou non? Hem, Bah, j'ai l'impression que enfin, je pense que en fonction d'où tu es dans le monde, les gens vont avoir des réactions assez différentes,
par rapport à qui tu es en règle générale, mais j'ai pas forcément eu la sensation que ça affectait tant la réception de mon travail, en fait. Après, j'ai pas eu énormément. Enfin, j'ai fait une exposition en Chine et c'était dans les Beaux-Arts de Hangzhou. Donc, c'était aussi un peu différent la réception, en fait. En France, j'ai plus l'expérience aussi, juste que d'avoir fait des expositions sur rue où les gens que je rencontre sont des personnes qui passent, qui sont pas forcément non plus du milieu de l'art et du coup, les retours vont être assez différents. Tandis que les retours que j'ai eus en Chine, c'était beaucoup des professionnels de l'art, des professeurs. Donc, je sais pas si je peux trop comparer parce que j'ai l'impression que le facteur social, en fait, c'est ça qui a fait la plus grosse distinction entre les réactions différentes. Après, je me sens beaucoup moins dévalorisée en tant que personne de culture mixte et qui parle plusieurs langues quand je suis en Chine plutôt que quand je suis en France. Mais après, il y a aussi ce statut en fait très étrange où en Chine, je suis... Enfin, le fait que je suis taïwanaise, le rapport avec la Chine et Taïwan, c'est aussi assez particulier. Du coup, il y a un peu ce truc de... j'avais beaucoup d'amis ABA quand j'étais en Chine. Du coup, c'est Asian Born American. Et du coup, c'est des personnes qui, du coup, sont complètement de sang chinois, par exemple, mais ensuite qui ont eu l'éducation différente et qui, par exemple, maîtrisent pas forcément la langue. Et eux, parce que de visage, ils étaient complètement asiatiques. Ils allaient peut-être avoir du racisme, du coup, sur place, dans le sens où ils considéraient que, comme on était dans une grande école, que eux avaient pris la place de personnes chinoises vraies en jouant les étrangers, tandis que moi, il y avait un peu ce truc de... Parce qu'il y a ce truc politique, même si visuellement, genre, je ressemble moins, mais parce que je disais que je venais de Taïwan, par nationalisme, ils me disaient « Bah, t'es comme nous !» Donc, j'étais 100% des nôtres, même quand, culturellement, au final, j'étais peut-être un peu plus éloignée. Mais le fait de dire taïwanais, c'était vraiment le mot magique pour dire « Bah, t'es comme nous, t'es bienvenue à la maison. Voilà. Donc, j'ai vraiment une expérience hyper biaisée de l'endroit aussi, je pense. Voilà, c'est vrai que, en fait, quand on réfléchit de la Corée, en fait, on ressent aussi pas mal d'accueil de manière différente quand on dit que, voilà, Oui, on quand a on fait vit en... études, Oui, on a vécu 10 ans en France, oui, ils c'est ont tous ça. complètement des choses Oui. Parce incroyables, que quoi. je me demande aussi, c'est vrai, au final, j'ai travaillé pas mal sur le fait que je vis dans un pays étranger et je parle pas en tout cas en tant que la langue maternelle, je maîtrisais pas la culture, nanana. Et quand j'exposais en Corée, de travail par rapport à ça, et je sentais un peu différent que je parlais de mon travail ici. Parce que là-bas, je suis plus une personne, en tout cas étrangère du tout. Donc, c'est bizarre de parler de ces sensations, vivre en tant qu'étranger ou quelqu'un primo-arrivant, immigré, et dans mon pays natal où on me voit pas du tout différente, à moins que tu racontes non mais j'ai vécu machin tout, donc j'ai demandé que c'est vrai, c'est très différent en fait dans les contextes tout Mm. ça. Mais Mm. je pense que ça dépend aussi beaucoup du sujet dont tu traites. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur des choses in situ et j'ai tendance à beaucoup réagir à ce qui m'entoure. Donc, quand j'étais en Chine, j'ai réalisé des œuvres sur place qui étaient en lien avec des choses sur place. Et puis, du coup, au final, ça sort un peu du sujet, quoi. En Allemagne, je vais réagir par rapport à quelque chose, par rapport à l'histoire du lieu aussi. Donc, enfin, par exemple, l'exposition en Allemagne, c'est pas nécessaire de savoir que je suis taïwanaise, par exemple, pour la pièce que j'ai produite là-bas. Les pièces que j'ai réalisées en Chine, même si j'ai utilisé des choses qui étaient propres au lieu, c'est pas en tant qu'étrangère en Chine que j'ai réalisé ces pièces. Et puis, enfin, mis à part l'exposition du coup dont j'ai parlé tout à l'heure, où pour la première fois j'aborde vraiment le sujet, souvent mes pièces, en fait, moi je pense qu'elles pourraient être produites par d'autres ethnies ou d'autres genres ou d'autres identités que moi, en fait. Je suis très focalisée plus sur le sujet que mon identité, en fait. Oui, oui, je vois. Bah, donc finalement, c'est pas, en tout cas, les pratiques, sujets ne sont pas forcément limités ou pas dirigés par nos origines non plus. Oui.
Ouais et puis je pense que dans l'art en général, il y a toujours, dire il y a plusieurs strates à un objet ou à une pièce, artistique. C'est qu'il y a un peu une sorte de forme, genre le corps, on va dire, que ce qu'on perçoit et ensuite, il y a une sorte d'essence, un peu la sensation qu'on a quand on est face, à cette œuvre et qu'on l'aperçoit et après, il y a notre imagination. Et moi, je sais que quand je fais une œuvre, il y a peut-être des œuvres où ça va me faire penser à Taïwan parce que, je sais pas, je vais faire des grands coquillages. Et du coup, moi, forcément, ça m'évoque la mer, ça m'évoque la nature. Mais après, en présentant cette pièce, il y a une personne qui vient de Bretagne qui va voir et lui va aussi penser à chez lui. Pour moi, genre, l'essence de l'œuvre, elle est respectée parce que ça nous renvoie à un autre lieu. Après, que ce lieu soit à Taïwan ou la Bretagne ou autre, ça appartient au spectateur, quoi. Hmm. Bah, tout à fait, c'est vrai. Parfois, ça nous renvoie nos quotidiens. C'est peut-être universel aussi, les œuvres. Donc, oui. Je- On va peut-être clôturer notre enregistrement, peut-être en répondant à une question. Vous voyez comment votre maison après votre retraite, si la retraite existerait encore? Moi, je sais pas, j'aimerais vivre toujours dans une ville comme Paris ou à Séoul, assez grande ville et centre en fait, parce que je me vois pas donc conduire ou prendre des transports communs pour aller loin, mais j'aimerais quand même aller voir des expos ou des choses comme ça régulièrement. Donc, plutôt dans un appartement comme d'habitude et dans une grande ville. Et pas très grand parce que je veux pas passer trop de temps pour la ménage. Donc, je sais pas. Ça, mais peut-être 50 mètres carrés ou 60 mètres carrés. Si. Au moins, j'aimerais avoir une chambre d'amis, quelque chose comme ça. Ouais. c'est sympa. Ouais. Et vous avez déjà réfléchi ou non? Jamais réfléchi. Jamais. Mais je pense que si je devais trouver quelque chose, ce serait l'inverse de toi. À part pour la chambre d'amis. Je pense que ouais, en fait, peu m'importe, où, ce serait, mais peut-être pas à la ville. Je crois que j'aimerais bien un endroit où je m'étais posé une question un jour, je m'étais dit: «Est-ce que tu préfères aller voir des expos tous les jours ou aller voir la mer tous les jours?» Et ma réponse c'était, désolée les artistes, hein, voir la mer. Voir la mer parce que je sais pas, elle change tous les jours et puis, en fait, j'avoue, moi, j'adore aller voir des expos. À chaque fois que j'y vais, j'en ressors, enfin, quand même souvent, je suis hyper contente. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où j'associe ça à la ville et au bruit et puis tu es dans des grandes pièces où ça résonne et je trouve ça assez difficile et au contraire, j'aimerais avoir une grande maison, avec, plein de choses pour jouer, pour s'amuser, pour jouer de la musique, pour jouer, de plein de façons différentes, pour fabriquer des trucs, tu vois? Peindre, ouais, fabriquer des trucs avec des outils et cetera et plus c'est grand et ouais, OK, plus tu as de travail à faire pour nettoyer, mais du coup, plus tu peux avoir des espaces. C'est comme si les espaces dans ta tête, ils peuvent être là en vrai et du coup, tu as pas à tout garder dans la tête. Hmm. Je comprends. Peut-être moi aussi je changerais peut-être 50 T'inquiète, mètres tu pourras carrés. venir chez moi, il y aura 10 chambres d'amis et tu Il y a pas de limite en plus, Mona. Tu peux faire Ouais, aussi c'est vrai, grand que c'est tu veux, vrai. hein. J'ai trop pensé. Ouais. Oui, Et Alice. peut-être. Et puis moi, voilà. Hem, du coup, moi, je pense un peu comme Mona, plutôt, en ville. Après, je pense que c'est parce que j'ai toujours été dans des grandes villes et que, j'ai un peu peur d'être isolée, en fait. J'aime bien être, entourée, de beaucoup de personnes, et j'aime bien être un peu en hauteur.
Donc dans l'idéal, les derniers étages un peu, y avoir Ah oui, des je veux bien ça. ouais, des grandes fenêtres. Moi, je suis Une quelqu'un, coloc. un peu ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En même temps, moi, je suis dans la chambre d'amis. Mais et des très grandes fenêtres. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout le temps laisser mes fenêtres ouvertes, en fait, Oh, mais moi aussi. Ouais, Oh, c'est mais ça. c'est parfait. T'as l'impression que ta maison, c'est presque dehors aussi, en fait. C'est presque moitié maison, moitié ciel. Et du coup, dans l'idéal, pas de vis-à-vis parce que du coup, tout est tout le temps ouvert. Et oui, que je ne changerai pas mes habitudes. Et ouais, c'est ça, grande fenêtre. Et puis, dans l'idéal, bah, que ce soit dans, pas forcément centre-ville ou même en banlieue, mais j'aime bien savoir que. Enfin, le gros rêve, ce serait vraiment que ce soit un immeuble et dedans, c'est tous les étages, c'est des amis, quoi. C'est un peu Ah une oui, sorte de oui, petite oui. tribu urbaine. Oui, c'est ce qu'on parle souvent On avec parle aussi avec- Diego. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais Et du coup, aussi- c'est des retraités, donc c'est que des retraités à tous les étages. Une tribu de retraités. Alors, Ou est-ce que tu acceptes aussi, genre, sous 50 ans, ça va ou sous 50 ans. Déjà, moi, j'aurais jamais 50 ans. Ah oui, pardon. On est tous jeunes. C'est Toujours. vrai. Les artistes ne vieillissent pas. Ah, c'est très bien. Très joli. comme Ouais, phrase, avec oui. Diego, on a parlé souvent, peut-être, on doit en tout Mhm. cas visiter Koreatown en Ah oui, Californie, peut-être, Los ça Angeles. peut Ah être oui. notre adresse. Ah, mais j'ai appris que il fallait surtout voiture pour circuler à Los Angeles parce que transport en commun, c'est pas développé du tout et puis le train est catastrophe. Donc, mais je sais pas, on aurait voiture, je sais pas, louer voiture pour circuler tout ça, mais en tout cas, ça reste quand même un projet qu'on va réaliser. Bah, du coup, ma maison, en fait, pas forcément en campagne, mais pas en ville, mais en tout cas dans une région montagneuse, puis une grande maison, et puis un peu moderne quand même, un peu beaucoup de fenêtres en vitre. Donc du coup, après, toutes sortes de trucs commodes, équipés, et puis on peut s'amuser avec plein d'amis, plein de potes, voilà, donc avec des chiens, des chats, puis en tout cas, oui, c'est comme ça. Puis forcément des ateliers, espaces personnels pour on peut s'épanouir avec des livres, ou des plein d'outils. En fait, du coup, ça reste aussi en tout cas un dessin très particulier dans ma tête. Oui. Et en plus, bah, aussi, il faut pas oublier que on peut avoir plusieurs maisons partout aussi, Ah ouais, différentes types. On peut avoir le type c'est de ça. maison Diego, un peu dans les campagnes, mais aussi on a toujours une antenne dans une grande ville, tout ça. Et on peut aussi Ouais, changer on peut échanger, oui. nos maisons de temps Ouais, en une temps. année Voilà. sur d'autres. Oui. Moi, je garde ma maison. Non, Ah, d'accord. Parce que Mona et moi, en fait, on parle souvent des œuvres d'artistes, par exemple, de concepts, sous un concept, changeons nos maisons, changeons chez nous. Voilà. Mais ça se fait? Enfin, vous connaissez le swap, Ouais, échanger en d'appartement? couchsurfing, tout. Plutôt Ah, créer une soit relation assez personnelle avec des pour les personnes qui habitent. vacances. Ouais, c'est ça. Et Oui, vous ça, j'ai échangez pendant un entendu. mois, ils sont chez toi et toi, t'es chez eux. Et ça se fait aussi, pour les ateliers d'artistes. J'ai vu que c'était possible quand tu as un atelier, de dire que tu vas aller dans un autre atelier, je sais pas, C'est super. en Allemagne. Et puis si tu te mets sur cette plateforme, tu peux échanger Ouais, d'atelier. c'est trop bien. Mm. Je connaissais pas. Plein d'informations. Ouais. On va le faire du coup. Ouais, on va le faire. Et donc aujourd'hui, merci beaucoup d'être avec nous. Et Merci à vous. Merci. Merci. Merci Alice, merci Merci Aline. Eline. Oui, Et voilà. on va se retrouver très bientôt. Très bientôt. Au revoir. Merci.